Merci d'abord au collectif de m'avoir invité, de m'avoir permis d'introduire ce sujet de la dette, de l'audit de la dette et de la dette odieuse, qui sont des questions essentielles actuellement pour la Tunisie, puisque la dette, ce n'est pas uniquement une obligation contractuelle, c'est pas uniquement un remboursement d'argent, ça touche aussi à la souveraineté d'un État, ça touche plus largement à un système. La nécessité de ne pas s'arrêter à la dette contractée sous Ben Ali et de s'intéresser, donc, comme je le disais, à la dette contractée avant l'arrivée de Ben Ali et à la dette qui est contractée en ce moment. Puisque en 2011, des dettes sont contractées par le gouvernement tunisien, qui n'est qu'un gouvernement transitoire, et ces dettes risquent fortement d'être des dettes odieuses. Donc comment s'y intéresser? Eh bien, c'est là qu'intervient l'audit de la dette. Donc un audit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est revenir au contrat de prêt. Donc, analyser ces contrats de prêt pour analyser les clauses. Est-ce que ces clauses violent la souveraineté de l'État? Qui profite de la dette? Et est-ce que le gouvernement qui a contracté cette dette avait la compétence pour le faire? Et dans le cas actuel du gouvernement transitoire, bien justement, on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement transitoire a la compétence de contracter des prêts au nom du peuple tunisien et qui vont être remboursés par la suite et qui s'accompagnent à chaque fois de conditionnalités imposées par les créanciers? Donc l'audit de la dette doit être intégral et on doit analyser toute la dette publique pour, comme le disait Shafik en introduction, pour identifier la partie odieuse, la partie qui ne doit pas être remboursée par la Tunisie. Donc l'audit de la dette, c'est un outil de contrôle démocratique, puisque c'est contrôler l'endettement d'un État, et c'est quelque chose qui est pratiqué par les États. L'Équateur, en 2007, l'Équateur a réalisé un audit de sa dette, donc un audit intégral sur 30 ans, ce qui lui a permis d'identifier justement la part illégitime de sa dette. Et sur base de cet audit de la dette, l'Équateur a refusé de payer une partie importante de sa dette. Donc on voit bien que l'audit, c'est d'actualité et ça produit ses effets. Le cas de l'Équateur le montre bien. Mais l'audit, c'est pas uniquement... le but d'un audit, c'est pas uniquement d'économiser de l'argent, c'est aussi de prendre conscience du système de domination sous-jacent à la dette. Puisque la dette, c'est pas uniquement une question financière, c'est une question politique et ça touche à la souveraineté de l'État. Donc un audit de la dette permet de prendre conscience que l'État est sous le joug de ses créanciers lorsqu'il contracte une dette. Au préalable, ce qui est important de faire, c'est suspendre maintenant le paiement de la dette. Suspendre le paiement de la dette et pendant cette durée de suspension, pendant cette période de moratoire, auditer cette dette pour analyser, identifier la partie illégitime. Et ça, les moratoires sur la dette, c'est aussi d'actualité. L'Argentine en 2001 a décrété unilatéralement une suspension du paiement de la dette. L'Équateur a fait de même en 2008. Cette suspension de paiement, cet audit de la dette, ce n'est pas des décisions arbitraires. C'est clairement un droit qui appartient à l'État. Les actes unilatéraux que sont la suspension du paiement de la dette ou un audit de la dette sont des actes unilatéraux et ce sont des sources du droit international qu'on peut opposer aux créanciers. Et ce ne sont pas des actes arbitraires puisque justement l'audit doit permettre de prouver que la dette n'a pas profité à la population et que les créanciers étaient au courant. Donc, comme vous l'imaginez, le gouvernement de transition qui est en place en Tunisie ne va pas suspendre le paiement de la dette, ne va pas auditer la dette sans qu'il y ait une pression des mouvements sociaux, sans qu'il y ait une pression des partis politiques. Donc, à nous de faire monter la pression et ça passe par une sensibilisation, ça passe par le soutien à la campagne en cours en Tunisie, donc la campagne qui est menée par l'organisation RAID, qui est à la fois membre du réseau ATTAC et membre du réseau CADTM, pour justement
faire prendre conscience à la population tunisienne du poids que représente la dette. Et ça passe aussi par mettre les créanciers en face de leurs responsabilités. Et on peut leur opposer des engagements qu'ils ont pris. Alors je vais en citer 3. Le Sénat belge, en juillet, donc on a fait pression pour cela, en juillet, le Sénat belge a adopté une résolution, donc les partis de droite et de gauche se sont mis d'accord pour adopter une résolution qui reprend justement ces 2 mots d'ordre. Donc on suspend le paiement de la dette parce que ce n'est pas la priorité, c'est pas la priorité pour un pays en pleine révolution qui a un défi énorme en matière sociale et politique. Donc il faut suspendre le paiement de la dette, la résolution le dit, et la résolution parle explicitement de dette odieuse et d'audit de la dette. Donc ça, les partis politiques tunisiens qui mènent campagne pour la Constituante doivent s'emparer de cette résolution pour le mettre en face des créanciers. Donc ça, c'est un premier document. Le deuxième document, c'est une résolution qui a été adoptée en mai dernier par l'Assemblée parlementaire ACP, donc, qui réunit des députés d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et des députés de l'Union européenne. Donc c'est une assemblée interparlementaire et qui reprend également la revendication de suspension du paiement de la dette et d'audit de la dette. Et enfin, le troisième élément, eh bien, c'est l'appel qu'on a lancé juste après le 14 janvier, qui est un appel signé actuellement par 120 parlementaires européens qui demandent aux créanciers, qui exigent des créanciers qu'ils suspendent le remboursement de leurs créances et qu'ils facilitent un audit de la dette tunisienne. Donc voilà, ces 3 outils doivent être connus et doivent être utilisés par les mouvements sociaux, les citoyens, les partis politiques pour mener ce combat contre la dette. Enfin, là, je promets, je finis là-dessus. Donc le combat contre la dette, il est indispensable, hein. C'est une question économique, une question politique, j'y reviens pas, une question qui touche à la souveraineté de l'État tunisien. C'est un combat indispensable, mais insuffisant. Il faut également prendre d'autres mesures, il faut, et ça passe, donc je vais en donner quelques-unes de manière rapide. 1. Exiger la restitution des avoirs spoliés. On estime au bas mot, donc ça à chaque fois c'est les chiffres minimum qui sont communiqués, en 23 ans, c'est pas moins de 23 milliards de dinars qui ont été spoliés à l'État tunisien, au peuple tunisien qui ont trouvé refuge dans nos banques, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Belgique, principalement. Donc, on s'attaque à la dette, on exige la restitution des avoirs illicites et il faut aussi revoir les traités qui lient l'État tunisien. Tous les traités déséquilibrés qui entachent, qui vont à l'encontre de la souveraineté de l'État tunisien. Donc ça, il y a une nécessité aussi d'auditer ces accords pour les réviser ou carrément les abroger s'ils sont déséquilibrés. Et ça, le droit international donne des arguments pour le faire. Et enfin, je ne vais pas trop détailler, il faut, pour la Tunisie, sortir du CIRDI. Le CIRDI, c'est peu connu, mais pourtant ça a un poids énorme. C'est le tribunal de la Banque mondiale qui règle les litiges entre les multinationales et les États. Et aujourd'hui, la Tunisie est poursuivie ça se chiffre en milliards d'euros, par les transnationales devant ce tribunal de la Banque mondiale, parce que ces multinationales s'estiment lésées par certaines mesures prises par le gouvernement tunisien. Donc ça, c'est un enjeu également pour la souveraineté de l'État tunisien de se retirer de cette juridiction de la Banque mondiale qui est un tribunal partial. Je vais m'arrêter là.
40 milliards de dollars pour le G8, c'est le prix de la démocratie en Égypte et en Tunisie. C'est Nicolas Sarkozy qui a dévoilé le chiffre, le président français tient les comptes. Le total fait donc bien 40 milliards sur la période, banque multilatérale, engagements bilatéraux, engagement des pays du Golfe. Le calendrier n'est pas encore révélé, mais certains chiffres sont donc connus. Les banques de développement s'engagent pour 20 milliards de dollars pour les 3 prochaines années, mais le FMI ne sera pas de la partie. Les 20 milliards restants seront assurés par les États eux-mêmes à l'issue d'accords bilatéraux. Certains États se sont déjà engagés. Les pays du G8 promettent 10 milliards, dont 1 milliard d'euros pour la France, 1,3 pour l'Union européenne. Les 10 milliards restants reviennent aux pays du Golfe qui vont créer un fonds financier spécialement dédié. Égypte et Tunisie ont pris note du déblocage de l'aide. Du G8, des encouragements très forts, un signal très fort de soutien à la révolution tunisienne et au processus démocratique que nous menons. Après la Tunisie et l'Égypte, les 8 comptent-ils aider d'autres pays ? Si c'était le cas, la note sera salée. Pour le FMI, les pays non exportateurs de pétrole du Proche-Orient et d'Afrique du Nord auraient besoin de 160 milliards de dollars dans les années à venir.